Bonjour à tous et bienvenue pour le premier séminaire de la rentrée du laboratoire Jacques Lignon. Donc, c'est un grand plaisir pour moi d'accueillir Francis. Donc, je pense que pas mal de gens ici le connaissent, au moins connaissent le nom, ses travaux, l'ont déjà entendu. En fait, Francis a un spectre très large de domaines d'intérêt, de résultats. Il est souvent venu quand on faisait le séminaire traitement d'image il y a pas mal de temps avec Patrick Combette, parce qu'il y avait des intérêts dans ces disciplines, des résultats en lien avec l'optimisation, qui est peut-être son domaine principal dans lequel il a obtenu des tas de résultats importants, très visibles en optimisation stochastique en particulier, et puis avec tous les nouveaux domaines autour de l'apprentissage, des réseaux de neurones, profonds ou peu profonds. Et donc, pour moi, c'est aussi quelqu'un qui apporte beaucoup de rigueur dans des domaines où il n'y en a pas forcément toujours suffisamment. Donc voilà, c'est un grand plaisir de l'avoir parmi nous. Il va nous parler de, je ne sais pas comment on traduirait ça, de somme de carrés oui. Pour les noyaux, un noyau, pour l'optimisation et au-delà. Et je te laisse la parole. Tiens, merci Albert pour l'introduction très généreuse et merci aussi pour l'invitation. Donc, je vais parler aujourd'hui d'optimisation et c'est un travail en collaboration avec deux collaborateurs principaux qui sont Alessandro Rudi, qui est chercheur dans mon équipe, et Ulysse, qui est un doctorant qui vient de soutenir. Donc, pour resituer un peu dans le domaine de l'optimisation, si j'étais venu il y a 8 ans, j'aurais probablement parlé d'optimisation en très grande dimension. Et le très grand, là, ça aurait voulu dire 10 puissance 12, j'ai mis 10 puissance 12, en gros, des gros modèles linéaires, mais convexes. Donc, ça reste intéressant, mais on a un peu changé de sujet. Je serais venu il y a 4 ans, j'aurais parlé d'optimisation pour les réseaux de neurones. Donc là, on a perdu la convexité, pas toute, mais une bonne partie. On est passé à un modèle très générique, tout le convexe à réseau de neurones. Et là, on change un peu de ce qui est grand, et déjà grand, mais plutôt de l'ordre du million de paramètres. Et ce que je vais faire aujourd'hui, c'est, déjà tout, c'est grand, mais ça sera grand dans un cadre beaucoup plus compliqué et beaucoup plus général. Ça sera tous les domaines où il y a un flux de la dimension. Donc c'est un cas où déjà 10 ou 20, ça peut être grand. D'accord ? Parce qu'on est face à des problèmes où il y aura un peu de convexité, je vous rassure, mais le problème sous-jacent sera compliqué. Et j'ai beaucoup parlé d'optimisation, mais je verrai qu'il y a des extensions au transport optimal et au contraire. Et donc, le but du jeu, ça sera de représenter les fonctions positives, et on verra que c'est ça le but du jeu aujourd'hui. Donc, je vais me focaliser sur le problème le plus simple, qui est l'optimisation qu'on appelle d'ordre zéro, où j'ai une fonction que je vais minimiser et j'y accède par des valeurs de fonction. Donnez-moi un x, je vous rends f de x, et je peux, comme cela, accéder aux valeurs de f autant que je veux. Bien sûr, il y aura un coût associé à cela. Et je vais minimiser f sur une fonction, un ensemble simple, prenez le cube si vous voulez. Donc, ce qui rend le problème intéressant. Alors, le problème pas résolvable en temps polynomial, c'est que je ne ferai aucune hypothèse sur f de convexité. Donc, je ferai des hypothèses de régularité, parce que optimiser une fonction non continue, c'est très drôle. Okay. On va être des vérités bornées, mais pas de convexité. Donc, dès lors que je dis pas de convexité, il faut s'attendre à des temps de calcul qui seront exponentiels en dimension. Donc, ça, je montrerai les bornes inférieures aussi. Donc, il n'y a pas de convexité, mais je vous rassure, il y aura beaucoup de convexité aujourd'hui quand même. En termes d'application, donc là, ce qui m'a motivé au début, c'est tous les problèmes où il n'y a pas beaucoup de structure, d'accord, et on veut chercher à optimiser une fonction qui n'a pas beaucoup de paramètres, 10, 20, et pour laquelle accéder à la valeur est coûteux. C'est un cadre classique en apprentissage. Pour chaque valeur du nombre de neurones de chacune des couches, de tous les paramètres de régularisation, il va falloir lancer le réseau de neurones sur le jeu d'apprentissage, le tester à côté, et ça peut prendre une journée. Donc, accéder à une valeur de f va être très coûteux. On peut vraiment y accéder le moins possible. Enfin, ça, c'est de la motivation, mais c'est classique dans beaucoup d'endroits où accéder à f est compliqué.
Par exemple, il faut résoudre un code d'EDP pour trouver une valeur de f. Donc, ça, on n'a pas envie de le faire trop. Donc, ce qu'on va chercher à faire, c'est de trouver un x chapeau qui sera dans mon ensemble oméga tel que l'écart au minimum de f, donc la valeur de fonction est plus petite que epsilon. Donc, on veut epsilon petit. Et pour cela, on veut un nombre d'accès à n, à f, le plus petit possible. Et ce nombre d'accès sera toujours n. Donc, ce qu'on va regarder, c'est classique en optimisation, c'est sur stat aussi, c'est des garanties pire cas sur un certain ensemble de problèmes. Ici, c'est quoi un problème? C'est une fonction à minimiser. On fait l'hypothèse qu'elle est dans un espace convexe, par exemple, toutes les fonctions à dérivée bornée. Voilà, et le but est d'avoir un algorithme qui, si je lance sur une fonction f, eh bien, l'écart sera toujours plus petit qu'epsilon, quelle que soit la fonction f initiale. C'est une garantie pire cas. Ça peut être critical parce que c'est pessimisme par définition, mais c'est comme ça qu'on va regarder les choses aujourd'hui. Donc, le premier résultat, donc, il n'est pas de nous, donc c'est un bouquin de Novak qui est à la fois très intéressant, mais un poil déprimant, qui dit que, bon, ben, finalement, optimiser une fonction, c'est aussi dur que l'approcher de manière uniforme. Alors, pourquoi c'est un peu déprimant? Parce que on se dit que pour trouver le minimum de f, je n'ai pas vraiment besoin de savoir ce qui se passe par là-bas. Il s'avère que si, donc je ne vais pas faire la démonstration, mais on peut montrer qu'à un facteur 2 près, dans le pire des cas, c'est aussi dur. D'accord? Et quel est l'algorithme le plus simple? C'est simple, je prends f, j'observe des valeurs de f à certains points, je vais approcher f par f chapeau et minimiser f chapeau. Donc l'algorithme, il est là. Je prends des valeurs de f, donc les points verts, que j'observe. J'apprends un f chapeau en bleu. Donc j'applique un peu ce que je veux en théorie d'approximation. Ça peut être des polynômes, des espaces de Sobolev, ce que vous voulez. Et je sais que j'ai l'approximation uniforme et je minimise la fonction bleue. Je ne sais pas trop comment, d'accord, par recherche agnostique par exemple, et j'obtiens le point orange. C'est ça l'algorithme, en gros, optimal d'un facteur 2 près. Donc ça, c'est bien, mais il y a un petit problème, c'est que comment j'ai minimisé f en bleu? Donc si je suis en dimension 1, ça doit se faire la recherche exhaustive, mais si je suis en dimension d, ça sera exponentiel en dimension. Donc j'ai un algo qui est optimal en termes d'accès au nombre de fonctions, mais qui ne sera pas polynomial, et donc ça, c'est quelque chose qu'on n'a pas envie de faire. Donc le but du jeu aujourd'hui, c'est d'être au moins polynomial dans le nombre d'appels à la fonction. Ce sera ça le but du jeu. Donc, quels sont les taux optimaux? Je vous ai promis de l'exponentielle en dimension, le voici. Donc, quel est le taux minimax, donc le meilleur taux possible, qui relie donc n, le nombre d'évaluations de f et la régularité, pour l'instant la précision. Eh bien, on sait que il faudra un nombre de requêtes qui sera précision puissance moins d. Donc, précision, si vous prenez 10.3, ça monte très très vite. Et l'algorithme optimal, c'est random search. J'échantillonne au hasard dans mon ensemble oméga, je calcule la valeur de f dans chacun de ces points et je prends la plus petite possible. Et ça, c'est optimal. C'est un peu décevant parce que, bon, quelque part, c'est un algo bête, mais qui s'avère être mais il s'avère que quand on rajoute un peu de régularité, donc si on rajoute m dérivée bornée, essentiellement ça fait une dérivée bornée, j'en mets m, eh bien ce taux, la puissance va être meilleure, donc j'ai plus d, mais j'étais sur m. Donc, si m est grand, donc de l'ordre de d, j'ai perdu le flux de la dimension dans l'exposant. Mais attention, les constantes seront toujours exponentielles. Ça, je vais dire peut-être une fois ou deux, mais ne perdez pas en tête. À la fin, on n'a pas un algorithme qui est totalement polynomial parce que les constantes dépendent de nous. Et quelle est la raison, la preuve en dessin? Eh bien, la preuve en dessin, alors ça, c'est un petit dessin très simple. Donc, si jamais je suis en dimension 1, eh bien, si je prends une grille un peu échantillonnée de manière régulière, j'aurai en gros epsilon ici et n égale 1 sur epsilon. Et c'est là qu'une fonction vaut 0 en tous ces points, eh bien, si elle est peu régulière, elle pourra monter assez fort. D'accord? Et si elle est 1 Lipschitz, vous pourrez vous rendre compte qu'elle pourra monter jusqu'à epsilon. C'est la distance ici d'epsilon, et en faisant une droite, un triangle, je ferai epsilon sur 2, donc je pourrais être assez grand. Par contre, elle est très régulière, donc à dérivée deuxième, troisième bornée, on ne va pas trop monter, d'accord? Et on peut caractériser à quel point on ne peut pas trop monter. Eh bien, on obtiendra essentiellement epsilon puissance m, d'où le m ici. Ce n'est pas une preuve, c'est une preuve avec les mains, qu'on sait gérer, on peut casser le flux de la dimension si jamais on a de la régularité. Donc, ce que je vais vous présenter tout à l'heure, c'est l'algo optimal et l'exponentielle en dimension. L'idée, c'est qu'il approche et ensuite optimise. Nous, on va faire les deux en même temps. On va à la fois approcher f
tout en l'optimisant. Et c'est ça un peu le but du jeu. Alors, pour cela, je vous ai promis un peu de convexité, donc ça commence. Donc, on va dire reformuler le problème de manière convexe. Donc, minimiser f, c'est quoi? C'est trouver la borne inférieure la plus grande possible. Donc, c sera une borne inférieure que je vais maximiser. Et une borne inférieure, c'est la fonction f moins c est positive. Donc, ça, c'est juste une formulation convexe. Pourquoi? Parce que ensemble C est ensemble convexe, objectif linéaire, contrainte convexe en C, tout est convexe. D'accord? Le seul problème, c'est que j'ai un ensemble continu d'inégalités ici qui fait que c'est convexe, mais ça ne veut pas dire qu'on sait le résoudre en temps polynomial. Donc l'enjeu, ça sera de savoir représenter ces ensembles de fonctions qui sont positives. Donc on va faire ça. Pardon. Oui, vas-y. Quand tu dis convexe, ici, tu entends juste trouver la valeur optimale, mais pas trouver le... À la fin, j'ai une variable, ensemble convexe, objectif linéaire, contrainte convexe. Ah, mais c'est non, un jeu de mots, quoi. Ah, je parlais de trouver le X. Non, trouver le X. Non, là, on peut trouver le X, mais le but est de trouver la valeur. D'accord. Et si jamais tu fais des hypothèses de régularité, trouver le F donne le X. Voilà. Alors, donc, qu'est-ce qu'on va regarder? Donc, ça, bien sûr, c'est un classique en mathématiques, et je vais montrer la référence juste après. Donc, on va s'attacher à représenter nos fonctions comme des formes quadratiques. Donc, je suppose connu un certain vecteur phi. Donc, imaginons que phi, c'est tous les monômes de degré jusqu'à R. D'accord. Dans ce cas-là, les formes quadratiques en phi, ça sera tous les polynômes multivariés de degré jusqu'à 2R. Donc, une manière de représenter les polynômes. J'ai fait l'hypothèse que G est symétrique. Ça ne sert à rien de supposer. La fraction symétrique disparaît de toute façon. Je fais l'hypothèse que les fonctions constantes sont disponibles. Donc, dans le cas des polynômes, c'est vrai. La fonction constante est déjà 0. Donc, c'est juste une manière de représenter les polynômes de degré 2R. Alors, G n'est pas unique, hein, d'accord, parce qu'il y a des symétries dans tous les sens. Et donc, qu'est-ce qu'on va regarder? On va s'attacher aux formes quadratiques G pour lesquelles la matrice est définie semi-définie positive. Donc, toutes les valeurs propres sont positives ou nulles. Et parce que par construction, eh bien, toutes les valeurs de G sont positives. Et on dit souvent somme de carré, parce que si on prend la décomposition en vecteur propre, valeur propre de G, la somme des lambda I, HI fois HI, eh bien, dans le petit calcul, on voit qu'on a une somme de carré de fonctions. D'où la dénomination somme de carré. C'est là d'où vient le somme de carré. C'est juste qu'on a une forme quadratique positive. Mais ça, c'est compliqué à dire pour les informaticiens, on peut pas dire somme de carré. Donc, la question, donc on a vu que si on est somme de carré, on est positif. La question est de savoir si l'inverse est vrai ou pas. Donc ça, c'est une question très classique, hein, qui a été posée par Hilbert en 1888. Et la réponse est oui en dimension 1. Donc ça, c'est exercice de prépa, de le montrer, c'est assez simple. Et on peut montrer que, à part des cas particuliers, ce n'est pas vrai en dimension supérieure. Il existe des polynômes qui sont non positifs, mais qui ne sont pas des sommes de carré. C'est des exemples classiques. Et Rudin, c'est juste un article intéressant de revue. Donc ça veut dire que quand on va remplacer positif par somme de carré, on va avoir des pertes. Alors, regardons après ce qu'on va faire avec cela. Donc l'idée, hein, c'est de remplacer f positif, enfin, f moins c positif par f moins c somme de carré. C'est-à-dire f moins c, f égale c plus la forme quadratique de mon vecteur phi de x. Imaginez que phi, c'est l'ensemble des monômes. Ben, ça, cette égalité, elle est vraie si, essentiellement, f, une coefficient de f, soit égal au coefficient de a. C'est une égalité qu'on peut satisfaire en regardant simplement les coefficients des polynômes. Donc, on sait la représenter sur un ordinateur. Et là, on obtient donc ce qu'on appelle l'optimisation par somme de carré. Donc, ça a été lancé par Jean-Bernard Lasserre dans les années 2000 et aussi Pablo Parillo, la version américaine et la version française. Donc, l'idée est vraiment de remplacer la positivité par cette contrainte-là. Et là, on a quelque chose qu'on sait résoudre. Pourquoi? Parce que là, j'ai un problème qui est un rapport à un valeur réel, une matrice définie positive, de dimension finie, avec une contrainte linéaire. Donc ça, je sais résoudre, d'accord, en temps polynomial. Il y a plein d'algorithmiques possibles. Et ce qu'on peut montrer, c'est que si la valeur optimale de f étoile est telle que f moins f étoile d'une somme de carré, eh bien, j'aurai trouvé l'optimum, la valeur optimum de f étoile. Donc, si j'ai de la chance, f moins f étoile est une somme de carré, ça fonctionne. Si pas de chance, c'est un des polynômes pour lequel la somme de carré, être positif n'est pas une somme de carré, eh bien, j'aurai simplement une valeur plus faible.
Une relaxation convexe. Oui. Tu n'as pas précisé ce que c'était pour produit scalaire, là, C'est un produit scalaire sur phi de x appartient à RD, donc produit scalaire. Alors, phi de x appartient à un espace RD, ça sera un espace de Hilbert bientôt. C'est le produit scalaire sur l'espace de Hilbert. Il n'y a pas de. C'est le minimum de f. Donc, le but, je reprends ma figure. Donc le but, c'est de trouver cette valeur-là. Et si pour cette valeur-là, donc ce qu'on peut montrer, hein, donc, que cette valeur-là, ce suprêmum, il est forcément plus bas que le minimum de f. Pourquoi? Parce que si je suis comme ceci, je suis positif, donc f est plus grand que f est plus grand que c, donc c est plus petit que la valeur optimale. Donc on sait que ça, il est toujours inférieur à mon f étoile. Par contre, si j'ai de la chance que mon f étoile est une somme de carrés, eh bien, je prends le A correspondant et j'ai un point faisable qui est égal à f étoile. Donc, je serai toujours de relaxation et je suis collé si jamais j'ai de la chance. Donc ça, c'est un problème parce qu'en pratique, il s'avère que beaucoup de polynômes ne sont pas des sommes de carrés. On peut même montrer, j'ai oublié qu'il a montré que l'ensemble des polynômes positifs a un volume de plus en plus petit par rapport aux polynômes qui sont des sommes de carrés. Donc, ce qui a été fait, donc ça c'est les travaux de Jean-Bernard Lasserre en particulier, c'est de rajouter un ensemble de localisations. Donc, je me le focaliser sur un ensemble compact, et typiquement, c'est aussi là, ici, c'est un ensemble euclidienne plus petit que R2. Et ce qu'on peut montrer, c'est que maintenant, si je suis strictement positif sur cet ensemble oméga qui est ma boule unité, ma boule de rayon R, eh bien, je vais pouvoir trouver des polynômes Q et P qui seront à la fois positifs et somme de carré, de telle sorte que F s'écrive comme ceci. Je vais vérifier que si c'est vrai, si ceci est vrai, eh bien, si je prends un X et que ceci est vrai, eh bien, ça fait positif, ça fait positif, ça fait positif, ça fait positif. D'accord? Ce qui est dur, c'est dans l'autre sens, et c'est totalement non trivial de l'existence de somme de carré. Mais ce qui va être le problème classique, c'est que le degré n'est pas connu. Donc, je sais qu'il existe des polynômes qui sont des sommes de carrés, mais je ne peux pas dire à l'avance s'ils auront le degré de f, ou de f divisé par 2. Ça peut monter, et la raison, c'est que comme j'ai des moins, je vais pouvoir annuler des coefficients qui font qu'à la fin, ça va potentiellement avoir des degrés grands. Donc, comment on fait la pratique? On fait des hiérarchies de problèmes. C'est qu'on va prendre des polynômes d'ordre de plus en plus élevé jusqu'à ce que ça fonctionne. On aura toujours une bonne inférieure. Et quand la bonne inférieure a atteint une valeur de f qu'on a réussi à trouver, et bien on s'arrête. Juste ça. Dans le deuxième truc en bas, f est un polynôme. F est un polynôme, oui, bien sûr. Ce que tu cherches n'est pas un polynôme. Si f n'est pas polynôme, de toute façon, on n'aura jamais égalité. Oui, oui, une histoire d'approximation. Oui, alors ça c'est une bonne transition sur ce que je vais présenter. Donc, donc ça permet de faire plein de choses. D'optimiser en gros tous les polynômes, d'accord, avec des contraintes polynomiales. Bon, ça peut être vraiment très très riche. Mais un des soucis, c'est que, il faut quand même faire des hiérarchies d'ordre de plus en plus grandes. Pas toujours facile à coder. Et surtout, quand on a un problème qui n'est pas polynomial, il faut en plus payer le prix de l'approximation. Donc, ce qu'on va faire maintenant, c'est de se mettre en dimension infinie, d'accord, avec un filet dans un espace de Hilbert. Ça va résoudre un problème et ça va en créer d'autres. Et on va voir comment on peut se débrouiller pour arriver à un algorithme que j'ai promis en temps polynomial. Bien sûr. Il y a quand même un diagramme de Schrödinger en géométrie algébrique qui permet de caractériser les polynômes positifs. C'est dans le livre de Lasserre. Oui, oui. Oui, non, tout ça on peut les caractériser, mais le problème, c'est que nous, on veut les fonctions non positives. On a besoin de ça pour faire l'optimisation. Comment? Quand les contraintes, quand le domaine est défini par des contraintes polynomiales, il y a un résultat beaucoup plus général. Ah, je suis d'accord. Là, c'est la version 1+ du résultat de Poutinard, en fait, celui-ci. Mais il y a toute je conseille le bouquin de Jean-Bernard Lasserre, il y en a plusieurs, sont tous très très bien. Et l'idée de voir ce qu'on peut faire quand on sort d'une base de polynômes. En fait, venant plutôt de stats, de machine learning, les polynômes, ce n'est pas forcément une base qu'on aime pour faire de la modélisation. Et ce qu'on a cherché à faire, c'est d'aller au-delà des bases de polynômes et avoir une base infinie. Alors, ce qu'on va faire, on va prendre des espaces de noyaux, des espaces de Hilbert à noyaux reproduisants. Donc, ça, c'est quelque chose qui est utilisé très fréquemment en analyse numérique et en statistique. C'est un espace de Hilbert type Sobolev d'ordre suffisamment élevé pour lequel les fonctions d'évaluation sont des formes linéaires continues. Donc, c'est ça la définition. Et il s'avère que
ils sont définis à travers un noyau, sachant que si G est comme une linéaire continue, il existe forcément un phi de x dans l'espace pour lequel G de x et G fois phi de x. Et il s'avère que tout l'espace est caractérisé par les produits scalaires entre les différents phi de x et phi de x'. Et ça, c'est souvent calculable. Et l'espace le plus simple, c'est l'espace de Sobolev, version L2 sur l'ensemble. Dès lors qu'on va avoir un degré de régularité qui sera supérieur à D sur 2, eh bien, on sera un espace de Hilbert à 2 reproduisant. Donc, les formes linéaires d'évaluation seront continues. Donc, pour L2, ce n'est pas vrai. D'accord, L2 n'est pas suffisamment, c'est trop gros pour avoir cela. Mais si jamais on restreint L2 suffisamment, donc en dimension 1, quand D égale 1, l'espace H1, ça suffit. Donc, une dérivée dans L2 suffit pour rendre les formes linéaires, pour rendre les évaluations continues. Et bien, ça va en dimension supérieure. Et donc, ça, c'est le produit scalaire associé, d'accord, où on somme sur toutes les dérivées d'ordre inférieur à S. Et je vous ai promis que le noyau serait calculable. Et bien, quand on a un ordre comme ce type, de D sur 2 plus 1,5, le noyau est simplement une exponentielle de moins 1 homogène. Donc, ça fait le bonheur des statisticiens depuis 40 ans. Et pourquoi ça a fait le bonheur des statisticiens? Pour ce fameux théorème de représentant. D'accord. Donc, l'intérêt, c'est que je vais chercher en stats et aussi en analyse à faire en sorte que ma fonction G vaille certaines valeurs dans les points observés. Imaginons que j'observe x1, x2, xn, y1, y2, yn, je vais faire de la régression. Eh bien, je vais prendre un terme de paire classique qui va sommer les écarts entre g de xi et yi. Je vais pénaliser par la norme de Sobolev. Je vais faire en sorte que ma fonction soit régulière. Le problème, c'est sur dimension infinie, parce que c'est un espace de Hilbert. D'accord. Et bien, il s'avère que parce que j'ai pris l'espace suffisamment petit, je sais à l'avance que je vais pouvoir écrire ma fonction comme une fonction linéaire des fonctions noyaux prises en mes points observés. Donc ça, on passe d'une optimisation en dimension infinie en dimension n. Donc maintenant, et après, on peut s'amuser à regarder dans ce cas-là. Je reprends G de x, je peux calculer la valeur en G de xi. On va apparaître la matrice du noyau, la matrice d'évaluation des paires de points xi, xj. C'est une matrice n fois n. C'est grand quand n est très grand, mais c'est quelque chose qui est calculable en temps polynomial. Et je peux aussi calculer la norme comme ça. Donc ça, c'est ce qu'il y a. Donc ça date d'il y a une cinquantaine d'années maintenant. Et on va l'utiliser essentiellement comme phi de x. On va utiliser exactement cet élément d'espace de Hilbert pour lequel qui permet de générer l'espace de Sobolev. En d'autres termes, essentiellement, si je suis sur 0,1, ça correspond à la base de Fourier. J'ai la base de Fourier infinie avec toutes les fréquences, d'accord, dans Z. Eh bien, j'ai un phi qui sert essentiellement des multiples de cette base de Fourier. Donc, je ne mets pas en dimension infinie, mais ça va au-delà de Fourier. Donc, maintenant, prenons cette phi de x qui sera donc un objet abstrait, dans le sens où je ne sais pas le construire. Je vais essayer d'y accéder uniquement à travers ces produits scalaires, et on verra comment y accéder. On va simplement prendre le problème qu'avait Jean-Bernard Lasserre, sauf que je vais remplacer phi polynôme par phi mon générateur de mon espace de Hilbert. Et c'est ce qui est marqué ici, et ça va être le problème. Il y a plusieurs problèmes à ça. Donc ça, c'est les travaux en collaboration avec Alessandro Rodi et Ulysse Marteau-Ferret. Il y a beaucoup de problèmes liés à cela. Est-ce que c'est une relaxation de mon problème initial, presque par définition, comme tout à l'heure. Donc j'ai une valeur inférieure, mais est-ce qu'elle est égale? Maintenant, j'ai un problème en dimension infinie. D'accord. A est un opérateur de dimension infinie, donc c'est encore plus compliqué. Et j'ai toujours le problème d'avoir une égalité à vérifier pour tout type. Donc, regardons cela. Donc, d'abord, le côté la relaxation qui est exacte. Eh bien, il s'avère qu'on peut utiliser et étendre en fait des résultats de représentation de fonctions régulières par des sommes de carrés. Donc, ça, c'est aussi un classique des maths. Hors polynôme, quand j'ai une fonction positive, quand est-ce que je peux la représenter comme des sommes de carrés? Il s'avère que c'était connu pour des fonctions de régularité faibles et on l'a étendu pour des fonctions de régularité arbitraire ici. Et donc, on peut montrer que si f dans f étoile, donc f étoile est l'optimum global, si autour de mon optimum, je me comporte suffisamment bien,
donc par exemple la SI est définie positive, eh bien, il existe une somme de carrés, et typiquement, on perd un petit peu en régularité. Donc, si jamais on est S plus 3 différentiable, eh bien, on a une somme de carrés où les éléments des carrés sont S fois différentiels, ou S plus 3 différentiels. Donc ça montre que ce problème-là, il existe un A étoile, d'accord, d'opérateur de rang borné, tel que je peux prendre C égale F étoile. Ça montre que le problème d'absence de gap, de saut de dualité, de saut dans les polynômes a disparu. Il est toujours pouvoir atteindre la vraie valeur du minimum de f si, bien sûr, j'ai des conditions de régularité raisonnables. Donc ça, c'est le premier aspect, c'est qu'on n'a plus besoin de hiérarchie. D'accord ? C'est toujours vrai. Quand on passe en dimension infinie, certaines choses se simplifient. Bien sûr, maintenant, il va falloir quand même pouvoir optimiser. C'est des questions à ce stade sur le résultat. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se rappeler quel est le but initial. Le but initial est d'accéder à f par des valeurs de fonction. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va échantillonner le f de x égale c plus ceci en un certain nombre de points. Je prends des points pris aléatoirement, d'accord, sur oméga, et je remplace le pour tout x par pour tout x compris qui est x1, x2 ou xn. Donc, ça, c'est quelque chose qui, on sous-échantillonne l'inégalité et on rajoute un mètre de pénalisation, d'accord, pour éviter de surapprendre. Ça, c'est classique en stats. On va régulariser pour éviter pour généraliser aux x. Ce qu'on a réussi donc à montrer, c'est dans cette stratégie, eh bien, on va savoir si donnez-moi un n, d'accord, je joue le lambda de telle sorte que le c que j'obtiens soit proche du c optimal du problème d'optimisation. Et donc, ce qu'on a montré, toujours avec Alessandro et Ulysse, c'est que, et bien là, j'ai fait le rapport entre n et epsilon. Pour atteindre le C optimal avec précision epsilon, eh bien, j'ai besoin de prendre un nombre d'échantillons, n, qui sera une puissance de epsilon. Donc, ça, on s'y attendait. Et cette puissance de epsilon, eh bien, elle a fait apparaître le D classique du flux des dimensions. Et on va apparaître le M, si j'avais ça serait le côté optimal que j'avais tout à l'heure. D'accord. On va apparaître le moins D sur 2, je l'ai mis en vert parce que c'est pas grave, parce que ça correspond à un changement de norme infinie en norme L2. D'accord. Donc petit D sur 2 qui passe, celui-là il est normal. Et on perd un peu parce qu'on a un moins 3 qui apparaît, qui est lié au résultat précédent. Donc on voit que l'optimum est ceci. L'optimum en termes de nombre d'accès à F pour atteindre epsilon est ceci. On arrive à quelque chose qui est similaire. Voilà. Donc là, en termes de n, ça sera exponentiel si n n'est pas très grand, mais on sait qu'on ne peut pas vraiment mieux faire, et nous, on sera polynomial en n. Alors pourquoi le résultat, pour me dire pourquoi on s'embête, je pense qu'on ne pourra pas simplement sous-échantillonner f plus grand que c. On me dirait, ouais, bon, on n'a qu'à faire ça directement. Qu'est-ce qui fait que ça fonctionne? Eh bien, dans ce cas-là, l'idée, c'est que si on sous-échantillonne une contrainte d'égalité, eh bien, ça va pas avoir l'effet désiré. Donc ici, j'ai toujours mon petit cas où j'ai epsilon, on va dire, entre chaque point. Donc, si je prends une fonction quadratique, d'accord, eh bien, elle sera, la électrique, ça sera epsilon carré à distance ici. Donc, vous êtes hyper régulier. Vous ne pouvez pas être plus régulier qu'une fonction quadratique. Et l'erreur ici est epsilon carré, alors que pour atteindre la borne et utiliser la régularité que j'avais ici, c'est que je vais avoir des puissances epsilon de l'ordre de m. Donc, quand on contraint en inégalité, eh bien, le fait qu'on puisse faire n'importe quoi dès lors qu'on est positif, eh bien, ne permet pas d'aboutir à ce taux de convergence. Ce n'est pas une preuve, hein, c'est juste pour rappeler que si on fait juste ça, ça ne fonctionne pas. Pardon, Ouais. Pour obtenir ce résultat, le phi qu'on a choisi, enfin le noyau reproduisant, doit satisfaire les hypothèses précédentes. Alors, il doit. Alors, ce qu'il faut. Le phi, c'est une donnée de l'algorithme, en fait. Oui, c'est de l'algorithme, oui. Donc là, j'ai un peu caché tout à tapis le fait que, eh bien, dans la version 1, il faut que la régularité de la fonction soit supérieure à celle du noyau. Ça, c'est quand on veut un problème bien spécifié. Mais si on peut aussi faire des problèmes mal spécifiés, ça, c'est pas un souci, on sait faire en stats. Si le A étoile n'est pas dans l'espace, eh bien, il a raison un peu moins, on finira par l'approcher.
Mais pour simplifier, on se donne comme contrainte que les fonctions qu'on prend sont très régulières, mais ça, on n'en a pas besoin en pratique. Alors maintenant, donc, ce qu'on sait, c'est que si je sais résoudre ça, j'ai atteint mon taux presque optimal. Le seul problème, c'est toujours un problème en dimension infinie. Or, à dimension infinie, phi, c'est un élément d'espace de Hilbert. Mais il s'avère qu'on avait travaillé auparavant, ces travaux de confinement, voilà, sur exactement ces problèmes-là. Donc, c'est exactement le même problème qu'on a tout à l'heure. On accède à cette forme quadratique uniquement en la prenant en certain xi. Ce que j'avais tout à l'heure, c'était des formes linéaires. D'accord ? Pour les formes linéaires, uniquement accéder à des points précis, j'avais un terme de représentant. Je sais que j'étais la somme des alpha i k de xi, ou somme des alpha i phi de xi, si vous préférez. Et bien là, c'est pareil. Si j'ai un problème où j'accède à la forme quadratique uniquement à travers certains points, je sais que je peux représenter A comme ça c'est supporté par les points d'apprentissage, et je n'ai qu'à estimer qu'une matrice C qui, elle, sera définie positive au lieu d'un opérateur entier. Donc, il s'avère que si je reprends A et que je le remets là-dedans, on va voir aussi apparaître un problème de dimension finie que je n'ai pas écrit, d'accord. Et donc, les dimensions n, donc maintenant, j'ai petit c qui est réel, grand C qui est n fois n, donc j'ai un problème d'optimisation standard qui sera résolvable en temps polynomial n puissance 3,5. Donc, pour résumer, d'accord, l'algorithme, donc j'ai une fonction f, d'accord, un oméga, quelques paramètres, on échantillonne des points, x1, xn, d'accord, soit uniformément, soit aléatoirement, soit quasi aléatoirement, ça ne fait pas grand-chose. On calcule la matrice de noyau. Donc ça, c'est toujours la première opération qu'on a fait des noyaux. Là, c'est grande matrice n fois n. Je calcule sa racine carrée, d'accord. Je calcule mes valeurs de f dans les points observés, d'accord. C'est quand même de l'optimisation d'ordre 0. Je résous ce problème d'optimisation, qui correspond à la somme de carré, et je récupère à la fois c, et on peut récupérer la valeur de x par les multiplicateurs de Lagrange, mais je comprends. À la fin, c'est quelque chose qui est assez simple à mettre en œuvre. J'ai même réussi à le coder moi-même, donc c'est pour vous dire. Voilà. Donc, l'exemple en 2D, c'est aussi pour montrer qu'on n'est pas en train de faire de l'optimisation aux dimensions 50 000, d'accord. C'est juste en 2D, une fonction somme toute très simple, d'accord. Et c'est juste pour illustrer un peu ce qui se passe, c'est que donc, on va échantillonner la fonction dans les points violets, c'est quasi un random. On calcule f en ces points-là, et après, l'algorithme va à la fois optimiser la fonction, donc trouver un point, donc là, c'est la mode d'optimisation qui parcourt les données. Ça, c'est le modèle qui est appris. Donc, au fur et à mesure qu'on optimise, on apprend un modèle. Donc, le modèle, il n'est pas parfait, c'est un modèle de la fonction. Et ça, à droite, c'est un algo qui est beaucoup plus simple, qui est vraiment beaucoup plus simple à mettre en œuvre, c'est simplement descendre de gradient en partant de points pris aléatoirement. Si votre vie dépendait de l'optimisation d'une fonction lisse, je ferais ça d'abord, d'accord, de minimiser, enfin descendre de gradient de manière un peu comme vous voulez, d'accord. Et donc juste pour faire en sorte que ceci ne marche pas, si on rajoute un petit bruit de fréquence à la fonction, et bien nous, on n'est pas modifié parce qu'on sait que l'estimation n'est pas modifiée par des bruits simples, alors que le gradient devient n'importe quoi. Donc on sait ne pas faire marcher. Donc si votre vie en dépendait, et vous faites ça, moi je fais ça, puis après, vous devez faire les points rouges là, c'est les points d'évaluation. Non, ah oui, parce que j'ai corrigé. Ah, faut être fair. C'est que chaque appel de gradient nécessite en gros deux appels ou trois appels de la fonction. Et comme je fais un peu, j'ai réparti les choses correctement. Mais là, j'aurais pu même en mettre beaucoup plus. Donc, on s'est amusé à aller en dimension un peu plus grande. Et dans l'article, maintenant, on a des benchmarks classiques. Donc, ça fonctionne. Je vais trouver à gauche. Et le nombre d'accès à la fonction. Licence à l'optimum renormalisé. Et on voit apparaître une décroissance. Donc, ça, c'est un random search. Random search, je prends un échantillon aléatoire, zéro modélisation et je prends la petite valeur. Ben, ça fonctionne, mais ça prend un certain temps. Alors que si on prend ce qu'on a fait, c'est juste pour illustrer. Mais dont je veux parler, c'est les extensions qui sont intéressantes. Et les extensions, on va parler un peu de dualité. Voilà. Donc ça, c'est le problème primal dont j'avais parlé. Donc minimiser f
ça correspond à trouver une borne inférieure la plus grande possible. Mais on peut aussi, il y a le problème dual. Donc, on a le problème dual. J'ai une contrainte d'inégalité. Donc, je rajoute un multiplicateur de Lagrange qui sera une mesure mu positive. Je fais le petit calcul et j'obtiens un autre problème d'optimisation qui est tout aussi classique pour minimiser f. Je veux chercher à minimiser les espérances de f par rapport à n'importe quelle mesure de probabilité. Donc ça, c'est une autre version du problème. Et donc souvent, soit on parle de celle-ci, soit on parle de celle-là. Les deux ont des choses assez similaires. Les deux ont des contraintes de positivité ici et ici. Et à chaque fois que vous voulez faire de la relaxation à la fois polynomiale, soit convexe, vous serez amené à choisir entre le primal ou le dual. Et il s'avère que ici, l'optimum, ici, ça ne sera pas une densité régulière du tout. Ça sera un Dirac à l'optimum global. Donc, clairement, ici, si je prenais le mu moins mu étoile, c'est très très loin d'être mu sera très loin d'être lisse. Donc, si on fait la technique somme de carré, qu'elle soit polynomiale ou en phase de Hilbert, ça ne marchera pas. Et ça peut marcher. L'histoire, c'est qu'on va commencer là-dessus, ça ne marche pas. Donc, pourquoi j'en parle? Parce qu'après, on va faire un peu des extensions à tous les problèmes où j'ai un problème similaire, où je vais minimiser une fonction, d'accord, sur un espace gentil, avec une contrainte d'inégalité qui est continue. Donc là, il y a une recette qui est même classique, hein, d'ailleurs dans les livres de Jean-Bernard Lasserre, ça a été étudié et utilisé pas mal de fois. Eh bien, je remplace partout où je le peux ma contrainte de positivité par une somme de carré. Et si mon problème est linéaire en θ, j'ai une contrainte qui est linéaire et je peux l'optimiser par optime convexe. Donc l'enjeu ici, c'est de savoir si je le fais dans le primal ou dans le dual. Et donc, de tous les problèmes classiques d'optimisation en dimension infinie, il y a toujours deux versions, et il faudra prendre la bonne. Regardons deux versions. D'abord, transport optimal. Donc là, si vous connaissez le transport, ça va apparaître clairement. Sinon, c'est un peu obscur. Donc prenons le transport optimal. Donc j'ai un coup C, j'ai deux mesures mu et nu, et le transport optimal ici, ça correspond à trouver la version Kotorovitch, trouver la loi jointe sur x et y avec les bonnes marginales mu et nu, avec le coût en espérance est le plus petit possible. Donc ça, c'est la version primale. Donc ça, si vous regardez, si vous connaissez un peu le transport optimal, eh bien, le gamma étoile, on sait qu'il est supporté par le graphe du plan de transport. C'est le plan de transport qui est supporté, j'ai oublié le plan, map ou plan. Bref, c'est supporté par un truc qui est en gros singulier. Donc ça ne sera pas un beau candidat pour appliquer la somme de carré. Par contre, ici, si je prends le dual de Kantorovitch, donc je rajoute des paramètres de Lagrange pour les marginales soient égales à mu d'un côté et mu de l'autre, eh bien, on obtient ceci. On a un suprêmum de ces deux intégrales avec une contrainte d'égalité. Une égalité que le coût est plus grand que. Voilà, il y a un moins ici, excusez-moi. Donc là, c'est une contrainte qui est pour tout x y. Donc, qu'est-ce qu'on a cherché à faire? On a cherché, donc, avec Adrien Vacher, Boris Muzelek, Alain Hérodi et François-Xavier Viala, on a simplement changé ceci par la somme de carré. Donc, ce n'est pas si simple. Pourquoi? Parce que maintenant, ça, on sait gérer la somme de carré, mais on fait de l'optimisation sur les fonctions continues. Donc là, il faut aussi modéliser UEV. C'est ce qu'on a fait aussi. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on a pu obtenir des résultats similaires aux cas optimisation. Donc, optimisation, on sait que si on est juste Lipschitz, exponentielle en dimension, il n'y a rien à faire. En transport optimal, c'est vrai aussi. Si je veux estimer la distance, imaginons que ici, je prends un coût quadratique, si je veux estimer la distance entre mu et en utilisant cela, si je prends des échantillons, eh bien, la vitesse à laquelle ma distance de Wasserstein entre les deux empiriques va converger vers la vraie distance, ça sera 1 sur n puissance 1 sur d. Ça va être très lent, d'accord, il y a un flot de la dimension. Et ce qu'avait montré auparavant Louis Desbertet, c'est que si les densités par rapport qui génèrent mes points sont lisses, donc avec des dérivées bornées d'ordre m, eh bien, ils avaient une manière d'estimer le transport optimal qui convergeait vers la vraie distance avec un taux qui va aussi avoir les mêmes propriétés qu'en optimisation. Mon exposant sera meilleur. Je n'ai pas 1 sur d, j'aurai m sur d. Le seul problème, c'est qu'il n'y avait pas d'algo en temps polynomial. Eh bien, il s'avère qu'avec cette technique, on atteint ce taux-là.
avec un algo qui ça restera polynomial entre guillemets, parce que ça reste dans l'exposant, d'accord, mais pas les constantes ici, les grands taux sont bourrés de constantes exponentielles. C'est juste pour illustrer le fait que dès lors que vous avez la régularité qui vous permet d'éviter un taux trop mauvais en dimension, eh bien, ces méthodes peuvent le corriger. Et dernier point, et là je parle sous le contrôle, c'est le cas de le dire, d'experts en contrôle, voilà. Donc, c'est pas pour le contrôle standard, d'accord. Donc, pareil, c'est comme transport optimal. Si vous ne l'avez jamais vu, c'est obscur. Mais j'ai un problème j'ai une dynamique x point qui dépend de x et de u, mon contrôle. J'ai une fonctionnelle que je cherche à minimiser. Il s'avère que si je prends la fonction valeur, je résume là, 25 ans de travaux intransparents. La fonction valeur, on peut l'avoir comme solution d'une équation dérivée partielle. Et si je prends la version sous solution, c'est un problème d'optimisation, d'accord, qui va maximiser la valeur en 0, en temps égal à 0, d'accord, de telle sorte que mon EDP ici, elle n'est pas égale à 0, mais elle est positive. Donc ça, c'est être sous solution de l'équation d'Hamilton-Jacobi-Lemma. Et dans ce cadre-là, il y a une contrainte de positivité. Donc, ce qui avait été fait, d'ailleurs, avec Emmanuel Trella, mais Didier et Christophe, je suis presque sûr, voilà, Didier et Arnaud et Jean-Bernard Lasserre, c'est exactement de regarder quelque chose en somme de carré ici. D'accord. Donc, je remplace cette positivité par une somme de carré. Bien sûr, il faut pour cela que la dynamique soit polynomiale et des pertes aussi. Et ce qu'on a fait, donc ce qu'on a commencé à faire, c'est vraiment des travaux préliminaires, avec Héloïse Berthier et Justin Carpentier, c'est justement de remplacer cela par une somme de carré. Donc là, ça permet d'aller au-delà du polynôme. D'accord. Donc, on n'a pas besoin d'approcher par les polynômes. Ce n'est pas encore aussi abouti que le problème d'optimisation. Donc, pour conclure, donc, j'ai présenté, c'est d'essayer d'utiliser ces sommes de carré en dimension infinie. Et moi, ce que j'aime dans ce travail, c'est que ça mélange un peu d'optime et des stats. D'accord. C'est mon sujet favori. Et donc, l'idée, c'est qu'on se met en dimension infinie, où là, on n'a plus le problème de hiérarchie. On a une représentation exacte du problème, mais il faut résoudre les problèmes de dimension infinie par échantillonnage. Donc, plein de travaux en cours dans le labo. Le premier, c'est N cube. C'est pas satisfaisant, d'accord, parce que si je veux faire l'optime en dimension 10, eh bien, N, c'est plutôt 10 000, 100 000, d'accord, qu'on en aura besoin. Donc, N cube, c'est pas acceptable. Mais là, on peut utiliser 25 ans de recherche en méthode à noyau. Donc, ça va commencer à faire. Pour ceux qui n'aiment pas prendre des points tous au départ, et qui préfèrent les prendre les uns après les autres, j'en prends un, j'évalue F, et comme je suis très intelligent, je vais prendre un nouveau point qui est mieux placé en fonction de la fonction F. On peut le faire. Dans le pire des cas, on ne gagne rien, mais en pratique, on gagne beaucoup. Point important, donc on en a beaucoup parlé avec Jean-Bernard Lasserre et l'équipe de Toulouse. Ce qui nous manque, c'est un certificat. D'accord. Quand on a un polynôme, eh bien, à la fin, on sort un certificat précis. Donc, pour le problème donné, je sais que l'optimum sera plus grand qu'une quantité. Comme nous, on sous-échantillonne, nos certificats sont uniquement a priori. On sait que si N est suffisamment grand, ça finira par marcher. Et le problème, c'est dans plein de domaines, on est prêt à payer le prix d'un truc un peu lourd, et sur moins, on a un certificat. Donc ça, c'est quelque chose qui nous manquait, et on a réussi à trouver une solution avec Blake Woodworth et Alessandro Rudi, où là, on pourra aussi avoir un certificat. Autre extension, donc si les méthodes d'optimisation, vous préférez les probabilités, c'est très bien aussi, eh bien, il s'avère qu'il y a un pendant probabiliste de tout cela, et c'est simplement en remplaçant le max de fonction par un softmax, donc log SUMX, donc la fonction de log partition, qui permet d'accéder à toutes les probabilités. Et il s'avère qu'on peut faire essentiellement la même chose en remplaçant, on a une version astucieuse de l'entropie. Donc, si vous prenez l'entropie classique, d'accord, ça s'applique à des fonctions réelles. Mais là, comme on a des opérateurs de covariance, on peut prendre l'entropie de von Neumann et ça fonctionne aussi pareil. Si vous aimez l'inférence bayésienne, donc ça c'est quelque chose qu'on peut faire aussi. Et enfin, si vous avez votre problème d'optime convexe en dimension infinie favori, eh bien, la plupart ont été déjà formulés en optime polynomiale. Il y a des très bons bouquins de Jean-Bernard Lasserre là-dessus. Et pour tout cela, on peut aussi appliquer sur ce, je vous remercie de votre attention. Merci. Et alors, donc les questions, ça peut être évidemment aussi à distance. Dans ce cas-là, il faut lever la main, faire le signe habituel
Oui, Alors, c'est pas une question théorique, hein. pas de C'est une souci. question pratique au niveau des algorithmes. Donc, nous, on avait essayé, il y a Taximerza, on avait essayé en particulier, c'est le logiciel de Psychonie. Bien sûr, oui. Et alors, donc, c'était très long. Parce que c'était à 100 caractéristiques. Oui. Donc, la question, je peux la reposer une fois. Donc, en fait, est-ce que tu peux donner des informations sur le temps que mettent ces algorithmes? C'est pareil. Alors, le temps, alors oui, ça va. Ah, sur celui-là, alors, un problème très simple. Alors, pour le problème comme ça, là, il y a 100 points, c'est quelques secondes, quoi. C'est pas. En fait, dans l'algorithme à la fin, il est cubique. Donc, il va faire, pour dire les choses précédemment, il va prendre ceci, si on prend notre problème dual, mettre une log barrière, donc tu as une séquence de version de matrice de taille n. Donc, en gros, tu as 100, à la fin, comme c'est un problème, le nombre d'étapes de Newton est borné, c'est assez concordant, et tu as 30 versions de matrice de taille n fois n. Donc, voilà, ça correspond à ça. Mais bon, quand on fait ici, là, on est passé à n puissance 5, là, 5000, ça prend un peu de temps, quoi. Quand même, parce que inverser une matrice de taille 5000 fois 5000, si tu en fais cinquantaine, ça prend un peu de temps. Il n'y a pas de magie. Mais l'intérêt, en fait, aussi de la formulation, c'est que le SDP est simple. D'accord? Parce que quand on prend la version polynomiale, on est tout de suite obligé de faire quelque chose avec deux polynômes. D'accord? On a deux polynômes, il faut un dual avec deux mesures, et ça complique beaucoup l'affaire. Et ici, faire du premier ordre, c'est assez simple en fait. Donc on peut utiliser ce qu'on sait faire par ailleurs. Il y a là encore GoPTPoly va donner un algorithme certifié, ce qui n'est pas notre cas. Ah non, j'utilise mon propre code fait tout seul. En fait, tout seul. Oui, tout seul en plus. Donc non, parce qu'en fait, si tu veux la complexité classique, officielle, par point intérieur, là, il faut prendre un algo de point intérieur, d'accord, celui que tu veux. Mais là, le problème, tu as une grosse perte. Quand tu codes un problème connu en point intérieur, tu vas un peu exploser rapidement et tu ne pourras pas prendre en compte les simplifications. Mais ici, comme on a un problème très très simple, c'est juste, à la fin, c'est assez. Pour le rendre stable, il faut faire un peu attention parce que même si on a des problèmes de version de matrice, elles seront mal conditionnées à la fin. Donc, il y a tout un truc cuisine, pas drôle, mais c'est des choses qu'on essaie d'améliorer. En particulier, alors si vous connaissez, je vais faire mes courses. En fait, on est amené souvent à faire des SVD de matrices très très proches. Et on en fait un paquet. Et le problème, c'est qu'on en a un pouvoir faire du warm start de la SVD. Il y a plein de méthodes, mais il n'y en a aucune qui bat celle de recommencer à zéro. En pratique, voilà. Et donc, si vous connaissez une méthode efficace qu'on a une matrice qui est décomposée en vecteur propre, que je modifie un peu, donc à une petite norme, d'accord, et d'avoir la nouvelle décomposition, je suis preneur parce que on a beaucoup d'endroits où ça intervient. Et à chaque fois, on commence à zéro et puis c'est fini. Et l'autre petit point, l'algorithmique actuelle, on n'en a pas besoin. C'est la beauté de résultat de Mirovski. On peut résoudre un SDP sans jamais avoir à calculer une valeur propre. C'est pas évident, mais c'est super truc de Mirovski qu'on a utilisé aussi. Laquelle c'est à l'optimum? Alors ça, c'est la version. Si on veut que le A étoile existe vraiment, oui, il faut qu'on soit très régulier. Mais par contre, c'est même vrai en stats. Donc on fait de la régression avec des fonctions arbitrairement compliquées, même en utilisant un modèle très très simple. Parce qu'on pourra, ces espaces sont denses dans L2, donc on finira par approcher toutes les fonctions. Simplement, le taux, on va perdre dans le taux. D'accord, il faudra juste choisir un lambda qui est adapté. Ça, c'est ce qu'on fait. Par contre, si elle n'est pas régulière, c'est juste les cheats, ça peut être sympa. Et d'ailleurs, en contrôle, ça c'est un problème qu'on a, c'est que le V, il n'est pas, justement, c'est pas le bon V pour nous. Voilà, donc ici. Justement, dans la comparaison. Oui, non, mais après, les méthodes descente auront le même problème. Si ce n'est pas différentiel, ça va être compliqué. Mais je pense que je pense que le but est un peu différent. Donc, quelque part ici, moi, je ne crois pas en ces méthodes-là pour arriver à l'autonome global à précision machine. L'idée, c'est d'arriver en gros dans la bonne région et après de prendre des méthodes de descente qui sont très, très efficaces localement. C'est-à-dire, localement, on ne battra jamais une descente locale. Ça, c'est fait pour. Par contre, l'aspect global, je pense que c'est là où, je pense qu'au niveau pratique, il y a un espoir, c'est de trouver la région
le bout de région où les choses se passent. Parce qu'à la fin, on va toujours tomber sur du n-cube, et n-cube, c'est pas… Quand tu parles du bout de région, est-ce que tu pourrais envisager des versions un peu adaptatives Oui. de tout ça? Parce que tu fixes là les points x1, xn Oui. une fois pour toutes. Oui, on pourrait s'imaginer que rapidement, on se rend compte que ici, c'est pas important, et on se met là. Il y a plein de versions adaptatives qui pourraient fonctionner, qu'on n'a pas mis en œuvre du tout. Mais effectivement, Oui, juste sur le problème avec le point que l'on a vu tout à l'heure. Oui. Si là, par exemple, des polynomiales, en fait, ce que le problème est posé par le mu, parce qu'en fait, on a l'impression qu'il y a uniquement les moments de mu qui interviennent. Oui, bien sûr, oui. Pas vraiment mu. Oui. Est-ce que ça veut dire de chercher mu ou de chercher ces moments? Ah, c'est très bon. En fait, je crois qu'il y a un petit truc là, ici. Hop. Voilà. Donc, en fait, ça, c'est la version… Là, j'avais fait la version duale pour la version non somme de carré. Je peux la faire en somme de carré, d'accord? Et en somme de carré, on se rend compte que on a une contrainte qui sera sur la covariance de mu. D'accord? Et si f est quadratique, on va faire représenter f uniquement à travers ces moments. Donc, à la fin, on a effectivement un problème qui dépend que des moments de mu. Et le problème, c'est que faut trouver, caractériser l'ensemble des matrices qui sont des moments de fonction. C'est pas facile. Donc, ça reste, c'est même équivalent au problème de minimisation. Non, mais il y a quand même des conditions de façon. C'est pas une matrice. Donc, dans le cas polynomial, pour savoir si une matrice en dimension 1, c'est facile. Mais en dimension supérieure, si vous prenez une matrice de Hankel, est-ce qu'il existe ou pas une mesure sous-jacente? Alors ça, c'est essentiellement la version duale du résultat de somme de carré. Ces deux résultats sont duaux. En fait, dès lors qu'on a un résultat ici, on l'a ici et vice-versa. Quand il n'y a pas de totale équivalence entre les deux, il arrive que certains soient plus faciles à représenter que les autres. Est-ce que tu peux adapter ta méthode pour trouver tous les minima locaux d'une fonction gentille sur Local, non. Si tu peux, si jamais tu résous l'équation f' égale 0, oui. Mais non, c'est pas adapté. La formulation comme ceci, comme cela, celle-ci, elle est vraiment adaptée à trouver le nom global. On pourra trouver, si jamais il y en a plusieurs, d'abord du régionnement. tu pourrais, mais c'est vraiment pas fait, c'est pas du tout fait, c'est pas fait pour ça. Non, c'est pas fait pour ça. Autre question peut-être sur la distance. Moi, j'ai une question, donc là, on divorce complètement des polynômes. Si on fait des choses, est-ce qu'il y a des choses qui sont envisagées? Par exemple, si on remplace les polynômes par les polynômes trigonométriques. Parce qu'il y a quelque chose, par exemple, qu'on appelle du lemme de Riesz qui dit qu'un polynôme trigonométrique. Très bonne question, parce que en fait, pour tout te dire, je suis en train d'écrire un post de blog pour voir ces méthodes de polynômes plus grâce à la trigonométrie, parce qu'en Fourier, tout se passe bien. Donc, en Fourier, par exemple, en Fourier en 1D, je vais reprendre le problème là. Donc, en Fourier en 1D, eh bien, bon, je passe en transparent. En Fourier en 1D, un polynôme trigonométrique, il est positif si et seulement si c'est 1 carré. C'est module carré. C'est 1 carré, d'accord? Donc, ça se passe très bien en 1D. Et en dimension supérieure, un polynôme trigonométrique, il est strictement positif si et seulement si c'est une somme de carrés avec des fréquences potentiellement de taille d'ordre arbitrairement élevé. Il n'y a pas besoin de localiser, il n'y a pas de localisation. Donc pour moi, c'est plus simple d'entrer dans le domaine du sum of squares en passant par Fourier. C'est pour ça qu'on va écrire. Et j'ai oublié la petite blague, j'ai une petite blague. Donc SOS, sum of squares. Et nous, entre nous, quand on fait kernel SOS, ça s'appelle les cassos. Mais le Fourier, c'est de loin de la meilleure manière. En fait, et c'est connu, bien sûr, le fait que tout se passe bien en trigonométrique, c'est vrai, mais c'est une base meilleure pour l'approximation. Là, tout ce qui est fait en polynôme peut se faire en polynôme trigonométrique et ça se passe un peu mieux. Autre question? Oui. Et en pratique, le M, ça peut être le N, va bien, mais donc, tout à l'heure, la dimension peut être jusqu'à 100, donc sous-entend quelques dizaines. Dans les problèmes concrets, c'est quoi les M? Après, alors, les problèmes concrets, M, raisonnable, souvent, c'est 0. Parce que si la fonction n'arrive pas trop à l'évaluer, souvent, elle est assez méchante. Un problème industriel quelconque, on a une industrie qui a plein de trucs à régler et il veut trouver le meilleur rendement. On peut imaginer que la fonction soit très peu différentielle. Ça, effectivement, ça, c'est un problème. Il y a toutes les situations où f est donné par une formule classique. Donc, ça, pour le coup, souvent, là, m est souvent infini dans ce cas-là. Donc, je dirais que m est 0 est infini en pratique. Pas très
C'est plutôt comme ça. Mais après, l'intérêt, c'est que, et c'est vrai pour les polynômes aussi, c'est que comme on utilise des bases qui sont à la fois toutes les denses dans L2, tu finiras par t'approcher de tout problème. À une vitesse qui sera lente, et souvent, on est non différenciable à certains points. Donc, si jamais tu as une manière de l'échantillonner de manière adaptative, les parties plates, ça va être facile, et les parties pas plates, une partie un peu avec des coins, on va mettre plus de points dedans. Donc, il y a vraiment un intérêt pratique à faire de l'échantillonnage adaptatif pour se focaliser sur les problèmes, le peu d'endroits où les choses se passent mal. Bien sûr, en pire cas, tout ça disparaît dans le pire cas, mais ça dépend du pire cas. Ok, pas d'autres questions. Donc, merci.